Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Tweet TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. En ce jour, je voudrais rendre un hommage à tous les présidents qui m'ont précédé à ce tribunal. Une pensée au président Loukman Sanfo, une pensée au président Adam Khaled Ouedraogo et une pensée au président par intérim Bernard Bougma. Je suis Serge Kaboré, celui qui préside le tribunal en ce lundi 20 juin 2022. Et je suis accompagné par les juges au siège. Juge Bougma, bonjour. Bonjour, président. Juge Ouedraogo, bonjour. Bonjour, président Kaboré. Pour la présente convocation, nous recevons à la barre M. Adama Soso. Il est le vice-président de l'Union pour le progrès et le changement UPC et chargé des affaires politiques de ce parti. M. Soso, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, avec vous, il sera question de la vie de votre parti ainsi que de la dynamique de refondation de la classe politique. Mais avant, ce sera les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Ce qui retient notre attention après cet intermède en tant que président, je suis redevenu juge au siège. Donc effectivement, je reprends ma casquette de juge au siège. Et donc moi, ce qui retient comme avant-propos, les lundis en général, je ne traite pas de l'actualité en avant-propos. C'est très rare. Et donc c'est pour souhaiter une très bonne semaine aux uns et aux autres. Toutes nos félicitations aux élèves qui ont engrangé soit le CEP ou le BPC. Et pensée spéciale à Madame Kotime Ouedraogo, l'enseignante qui a fait le 100% avec les 44 élèves déplacés internes dans des conditions très difficiles. C'est une étoile brillante dans ce ciel burkinabé avec ce qu'on vit comme difficulté. Donc c'est aussi l'espoir que malgré tout ce qu'on vit, il y a toujours effectivement des filles et des fils du Burkina, je dis bien qui mouillent le maillot et qui portent haut notre flambeau. Et ça, c'est une fierté, c'est une bonne nouvelle dans ce ciel du Burkina qui n'est pas beau à voir. Et donc vivement que son effort soit récompensé à la hauteur de ce qu'elle a pu donner comme sacrifice. C'est vrai qu'on ne peut pas récompenser à sa dimension ce qu'elle a reçu. Mais pour le symbole, pour créer de l'émulation, je pense quand même qu'elle mérite d'être reçue avec beaucoup d'honneur et de fierté. Donc on a des autorités en charge de notre éducation, on a un président de la République, je pense que ce ne serait pas de trop de recevoir cette dame-là pour célébrer, parce que c'est une victoire grandeur nature de Burkina Faso. Donc bonne semaine à tout le monde et excellent lundi. Alors, Juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Moi, je voudrais m'intéresser à une institution, le Conseil supérieur de la communication, qui traverse en ce moment une zone de turbulence. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, il y a eu une élection dans cette maison qui a permis donc que cette institution qui était instable depuis le départ donc, de son président Mathias Tankwano et la démission d'un conseiller et le décès d'un autre, la maison donc était à moitié, je dirais, performante. Et récemment donc il y a eu l'élection. Malheureusement il y a des contestations à l'intérieur qui font qu'aujourd'hui c'est une institution qui est sans président, malgré que le président a été élu, parce qu'il y a eu un recours qui a été introduit au tribunal pour contester ces élections-là. Et donc aujourd'hui c'est une institution qui n'a pas de président, qui n'a pas de vice-président, qui n'a pas de secrétaire général, parce que la secrétaire générale a été nommée gouverneur récemment. Donc c'est comme si cette institution n'existait pas. Et de ce fait-là, c'est comme il y a une sorte de vide juridique, et vivement que l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la question essaient au maximum chacun de mettre un peu d'eau dans son vin, parce que la situation de notre pays en ce moment commande que l'intérêt supérieur de la nation soit mis au-dessus de tout. Et c'est une occasion aussi d'interpeller les autorités afin donc qu'elles pèsent
de tout leur poids pour que cette question-là soit résolue le plus rapidement possible, d'autant plus que la candidate qui conteste les élections est la candidate qui a été désignée par le président du FASO. Et donc il y a urgence que l'ensemble des acteurs discutent et échangent en attendant que la justice puisse se plancher sur cette affaire-là, que très rapidement des mesures soient prises afin que cette maison qui souffre depuis quelques années ne se voit pas complètement détruite du fait de l'intérêt de tel ou tel parti. D'accord. Alors, je le disais en début d'émission, nous recevons aujourd'hui à la barre le vice-président chargé des affaires politiques de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Alors, Monsieur Soso, comment se porte votre parti après les événements du 24 janvier dernier? Bon, merci à tous nos auditeurs et à cette télévision donc, qui nous reçoit ce matin. Et merci également donc, aux membres donc, du tribunal à qui je demande une indulgence. Parce que ce n'est pas évident qu'en fin de mission, on puisse avoir donc l'occasion, comme on le fait, donc, de demander cela. Comme en d'autres termes, on parlait des mémoires en défense. Et en attendant, donc, je dis, je profite d'abord de le faire avant. Maintenant, le parti se porte bien, relativement, comme tous les partis du Burkina Faso. Parce qu'après donc, le coup d'État du 24, vous aviez constaté que bon, les partis étaient rentrés un peu donc, en hibernation à la demande donc, du chef de l'État lui-même. Et malgré cela, nous avons continué à vivre correctement, à animer donc, la vie politique, à gérer donc, les structures de notre parti. Et aujourd'hui, bon, on s'est dit que ça va, malgré quelques difficultés qu'il y a, parce que quand même il y a eu des démissions. Et ça fait partie donc, du vécu quotidien de tous les partis politiques. D'accord. Alors, on peut aisément se permettre de poser la question. Quelle appréciation faites-vous de la gestion du pays par les nouvelles autorités? Bon, actuellement, il y a quand même des soucis. Et il faut le reconnaître hein, parce que c'est pourquoi donc, le coup d'État a eu lieu et qui a fait que pratiquement toute la population avait eu un espoir. Aujourd'hui, n'est pas de fait. Et donc, nous pensons que ce n'est pas tard. Mais si ça doit continuer comme ça, ce serait très grave. Ça veut dire que véritablement, les ambitions qu'on avait nourries n'ont pas été donc, ce que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, on a des inquiétudes. D'accord. Alors, messieurs les juges? Bon, c'est à peu près effectivement les mêmes questions hein, par rapport à leur arrivée. C'est la question sécuritaire qui a été justifiée. Vous, avec le recul et après avoir regardé tout ça, quelles conséquences, comme on appelle ça, oui, à quelle conclusion parvenez-vous? Parce que aussi ça a été l'échec d'une classe politique à qui on a accusé d'avoir été à 100% responsable dans la situation dans laquelle on est. Est-ce que vous partagez cet avis que c'est seulement la faute des hommes politiques? Bon, et ça, nous avons toujours dit que nous ne partageons pas donc le fait qu'on veut dire que c'est l'échec de la classe politique. Non, ce n'est pas l'échec de la classe politique. D'autant plus que chacun a un rôle à jouer dans un pays. Et je crois que nous étions pendant un bout de temps quand même à l'opposition. Après, nous avons rejoint la majorité juste une année avant les événements du 24. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que le politique, c'est vrai a eu des manquements. Ça, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. Mais nous ne pensons pas que la situation dans laquelle on est aujourd'hui soit uniquement du fait des hommes politiques. Parce que quel est le rôle d'un homme politique? C'est vrai qu'il faut gérer donc les affaires de l'État, mais dans la gestion des affaires de l'État, chacun a un rôle bien précis qu'il doit jouer. Nous sommes dans une maison de presse qui a un rôle d'information, de conscientisation, et si il joue bien son rôle et que malgré tout, les gens ont des comportements indécents, on ne peut pas venir dire que c'est vous qui n'avez pas fait votre travail. Vous avez fait le travail, mais malheureusement, les gens n'ont pas suivi. Et c'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, chacun a sa responsabilité, y compris ceux qui ont pris le pouvoir. Parce que quand même, c'était une question, l'objectif de ceux qu'ils ont mis devant, c'était la question sécuritaire. Mais qui gérait donc la question sécuritaire bien avant? C'était bien l'armée. Donc s'il y a un échec, c'est un échec de tout le monde. Et la classe politique a sa part de responsabilité. L'armée a sa part de responsabilité et la société dans son ensemble a également une part de responsabilité. Alors, juge Ouedraogo. Alors, Monsieur Soso, lorsque le coup d'État est intervenu et que le président Damiba a pris le pouvoir, il a reçu les différents partis politiques et il leur a indiqué qu'il ne souhaitait pas
des activités politiques débordantes. Est-ce qu'il vous a expliqué cela, en quoi cela doit consister et comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, je tiens à rappeler d'abord que j'étais effectivement donc à cette rencontre. J'ai représenté donc mon parti, mais la rencontre n'a pas duré 30 minutes. C'était juste donc, comme vous l'aviez constaté, une prise de contact, et le président a donné ce qu'il avait comme message à nous donner. Il a souhaité que par compartiment, puisqu'ils avaient serré la classe politique en 4 groupes, il a demandé à ce qu'il y ait 4 intervenants. Naturellement, il n'y avait pas eu de concertation, il n'y a pas eu de débat. Alors donc, quand il a demandé à ce que nous puissions avoir donc un comportement républicain et ne pas gêner le fonctionnement de la transition, nous avons pris acte et nous avions dit bon, on allait aller réfléchir parce que aucun contenu n'a été donné à cet activisme débordant dont on a parlé. Nulle part on nous a expliqué ce que ça voulait dire, mais nous avons compris seulement, puisqu'il n'a pas dit que ce mot. Il a demandé de travailler à ne pas gêner la transition. Et voilà ce que nous avons compris. Donc peut-être dans l'activisme débordant, c'est peut-être des activités qui pourraient empêcher la transition d'atteindre son objectif. Alors, vous l'avez dit, l'argument de la sécurité qui a été brandi pour justifier ce coup d'État ne tient pas. Selon vous, est-ce à dire que c'est un échec déjà? Non, je n'ai pas dit que l'argument ne tient pas. L'argument tenait parce que quand même au moment où on faisait le coup d'État, tout le monde avait un peu la peur, on était angoissé. Donc dire qu'on fait un coup d'État pour rétablir donc la situation sécuritaire, c'est un argument de taille. Maintenant, entre donc cette volonté qui a été affichée et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même, nous pensons, véritablement beaucoup de choses à dire. D'autant plus que la situation sécuritaire, ce n'est pas nous qui le disons, tout le monde le vit, ne s'améliore pas. Voilà, moi je suis d'une province, le Sourou, qui est vraiment de plein dans la crise depuis longtemps. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas aller chez moi. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une évolution, ce n'est pas possible. La région dans son ensemble pose problème. Tout le monde sait qu'à Nouna aujourd'hui, pour y aller, ce n'est pas facile. Sur les zones, n'en parlons pas. Et si vous prenez sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, il y a quand même, je peux dire un peu, une évolution positive des attaques et malheureusement qui endeuille chaque jour donc les populations, et c'est ce qui fait que nous pensons que véritablement les objectifs n'ont pas été atteints en tout cas jusqu'à la date. C'est vrai que c'est en 5 mois, on ne peut pas demander à ce que le problème soit éradiqué comme on l'entend, mais au moins qu'on voit des signaux. Si aujourd'hui nous les réveillons le matin et on se rend compte que notre flotte aérienne a été sérieusement renforcée, que nous avons eu suffisamment d'armements lourds, que nous avons déployé quand même un certain nombre d'officiers sur le front des combats et autres. Bon, on sent quand même une volonté. Mais malheureusement, comme quelqu'un l'a dit hier, il y a une montée en puissance de l'armée dans l'administration publique, mais pas sur le terrain. D'accord. Est-ce que votre parti a fait son autocritique pour savoir finalement qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en vienne à vous renverser sans que les populations ne lèvent le petit doigt? Bon, faire notre autocritique, nous le faisons à tout moment. Et je crois que certainement nous allons arriver à ça. C'est l'objet pour lequel notre parti a décidé justement donc d'engager des concertations pour qu'ensemble tous les partis se posent donc la question de qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ça, il faut qu'on arrive à ça, parce qu'on ne peut pas parler de refondation, on ne peut pas parler donc d'évolution de la société sans faire ce travail préalable qui consiste à nous poser nous-mêmes la question, pendant qu'on nous a confié le pouvoir, qu'avons-nous fait de ce pouvoir? Justement, c'est de ça que nous parlons. Qu'est-ce que vous avez fait du pouvoir? Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'UPC notamment et de façon globale au niveau de la PMP? Bon, à l'UPC, d'abord, je dirais que j'ai eu l'occasion d'être reçu ici donc par votre instance, où nous avions expliqué un peu quel était notre rôle dans la mouvance en son temps. Et je profite de dire que s'il y a un parti au Burkina Faso qui a beaucoup tiré l'attention de ceux qui ont géré le pouvoir juste après l'insurrection, sur donc les erreurs de la mauvaise gestion et autres là, c'est bien l'UPC. Nous avons fait 5 ans en train de critiquer. Nous avions dit tout ce que nous pouvions et nous sommes allés jusqu'à dire que le fait de confier le pouvoir à un moment donné à un groupe, ça a été une erreur. Nous n'avons pas été suivis. Bon, on s'est dit peut-être que c'est nous qui avons eu tort, on ne sait jamais. Alors donc, nous avons rejoint la majorité, mais nous avions dit que c'était pour un objectif bien précis. On nous a demandé
On a sollicité qu'on vienne pour occuper un poste pour aider à la réconciliation nationale. Le débat a eu lieu en notre sein, où il y en avait qui étaient pour et contre. Mais nous avons dit, on ne peut pas vous appeler de venir aider à la réconciliation. Vous dites que vous êtes des Burkinabés, des patriotes, et vous refusez de partir. Bon, ça pose problème. Et aujourd'hui, comme on le dit tout le temps, nous ne regrettons pas d'avoir fait ce pas. Parce que regretter, ça veut dire que c'est comme si on n'avait pas mûri l'idée avant d'aller. On ne regrette pas. Par contre, ce que nous regrettons, c'est de n'avoir pas pu mettre en place et réaliser la réconciliation telle qu'on le souhaitait. Si on avait réussi ça, franchement, peut-être que la situation sécuritaire aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. D'accord. Alors, dans la dynamique de refondation de la classe politique dans laquelle votre parti s'inscrit, on a vu une série de visites auprès d'un certain nombre de partis politiques. On pourrait citer l'ADF-RDA, l'UNIR MPS et le MPP. Pourquoi le choix de ces partis? Bon, d'abord, donc, nous disons merci à tous les partis qui ont bien voulu donc, nous recevoir. Nous avions pensé au niveau donc, de notre parti qu'il fallait joindre l'acte à la parole. Joindre l'acte à la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le coup d'État est arrivé, nous avions fait une déclaration. Une déclaration dans laquelle nous avons demandé à ce que tous, nous avons dit que nous étions prêts à nous engager pour que, ensemble avec donc, la classe politique, nous puissions trouver des solutions aux problèmes que vivent les populations. Nous avions donné notre engagement total, notre disponibilité à accompagner la transition si tant est que son objectif est de résoudre les problèmes sécuritaires. Alors, à un moment donné, nous nous sommes dit, mais vous avez fait un discours, vous aviez dit que vous êtes prêts à ce que les gens s'unissent, mais les gens ne vont pas s'unir comme ça. Il faut bien que quelqu'un commence. Et c'est ce qui nous a amené au niveau donc, de l'UPC à dire, bon, écoutez, nous allons commencer à rencontrer les partis politiques. Mais pour le faire, il faut hiérarchiser. On a 200 et quelques partis politiques au Burkina Faso. Bon, si vous ne mettez pas des critères, tout le monde va commencer à dire ouais, pourquoi on est parti à l'ADF d'abord, on n'est pas allé au MPP d'abord. On s'est dit non, on a quand même des critères objectifs. Dont le premier est que quand même les partis qui étaient présents à l'Assemblée nationale juste avant le coup d'État, on les connaît. On s'est dit, bon, ça c'est un premier critère, parce que quand même pour être à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous avez eu la confiance d'une partie de la population à un moment donné, vous aviez parlé au nom du peuple. Alors donc, on a dit, on va d'abord vers ces gens. Et c'était 14 partis politiques. On a écrit des lettres au niveau de ces partis politiques, sans donner de date, bien sûr, en disant, nous sommes prêts à venir vous rendre visite, une visite de courtoisie et de travail. Et maintenant, laisser l'appréciation à tous les partis de pouvoir répondre. L'ADF-RDA a été donc le premier parti à nous envoyer une correspondance pour dire, bon, nous, on vous reçoit à telle date. Et chaque parti a fixé donc, son calendrier. Et c'est comme ça que nous avons fait le tour. Et quand nous avons fini donc, cette première vague, nous avons écrit un deuxième courrier pour demander donc à d'autres partis également qui étaient dans l'autre, qui pouvaient être dans l'ancienne assemblée, mais qui ne sont pas malheureusement dans la nouvelle, mais dont on connaît quand même aussi je peux dire donc la position sur le plan national. Et à ces partis également, nous avons écrit, et actuellement nous sommes en train de dérouler. Et en troisième position, nous avons fait un communiqué pour expliquer à l'ensemble des partis politiques qu'on ne peut pas visiter les 200 partis le même jour, ce n'est pas possible. Nous ne privilégions pas, nous ne disons pas, par exemple, non, ce n'est pas ça, nous avons dit, nous souhaitons rencontrer tous les partis politiques. Mais ça ne peut pas se faire en même temps que les autres nous comprennent et que, bon, en fonction du temps, nous allons continuer à aller rendre visite aux partis politiques. Voilà un peu comment nous avons organisé ces visites. Oui, mais au niveau des partis politiques qui siègent déjà à l'Assemblée, excusez-moi, que vous avez reçu, il y a aussi un parti politique qui n'a pas encore été reçu. Nous avons eu les messages pour la couverture médiatique. Après, ça a été reporté à 2 reprises. Il s'agit du CDP. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois que pour ça, tout le monde sait aujourd'hui la crise qu'il y a au niveau du CDP. Nous avons écrit une lettre, comme à tous les partis, au niveau du CDP pour demander, effectivement, ils nous ont répondu, parce que pour nous, nous avions écrit au président qui, jusqu'à présent, faisait président du parti, c'était Achille Edi Kombego, qui nous a répondu pour nous donner une date. Et nous avons dit, bon, il n'y a pas de problème, nous venons à cette date-là vous rencontrer. Mais compte tenu de la situation interne au niveau du parti, l'aile qui est opposée à Idi nous a saisi pour dire non, si vous faites ça, vous choisissez déjà qui est légitime ou qui est légal dans notre groupe. Alors que nous sommes en confrontation, nous sommes dans une situation un peu difficile. Ne serait-il pas mieux pour vous d'attendre qu'on règle cette question
Et là, vous venez rencontrer l'autorité légitime ou légale, au lieu de commencer par rencontrer un groupe. Sinon, vous allez rencontrer X, après vous allez venir rencontrer Y également. Et à partir du moment où on ne s'entend pas très bien, qui vous allez appeler dans le groupe donc, que vous voulez constituer. Alors, rapidement, ça nous a posé un problème. Et aussi, on profite d'ailleurs donc de ce micro pour présenter nos excuses à la presse, parce que nous avons décommandé ce rendez-vous, je peux dire 1 ou 2 heures juste avant. C'était vraiment à la limite. C'était vraiment notre corps défendant. Nous avons souhaité aller là-bas, mais la menace était... Parce qu'au-delà de cet écrit, nous avons eu des informations qui allaient même avoir des perturbations si on partait là-bas. Alors, le souhait de l'UPC n'est pas d'aller dans un parti politique pour aller ajouter une crise qui est déjà là, ce n'est pas la peine. Nous avons dit, bon, on assume et on annule la rencontre. Voilà pourquoi est-ce que cette rencontre avec le CDP n'a pas eu lieu. Une perturbation de la part de qui? De la jeunesse, par exemple, du CDP. Il y a une frange qui avait dit que non, si on va là-bas, ils allaient venir perturber. Voilà, donc on avait toutes les informations qui faisaient que franchement on n'a pas voulu prendre un risque pour créer encore plus de désordre dans ce parti. D'accord, vous avez fait cette ronde, il y a des points focaux qui ont été installés. Oui. Ça vise quoi? Un parti unifié, une alliance de circonstances, ça vise quoi réellement? Non, ce n'est ni un parti ni une alliance, parce que nous avons 2 types de relations. Nous avons donc les relations habituelles entre partis qui luttent tous pour donc le même objectif. Mais nous avons quand même des relations bilatérales également avec certains partis où, au cours des échanges, nous voyons un peu les affinités qui peuvent naître. Mais l'objectif premier dans cette tournée, c'était uniquement pour nous de permettre aux différents partis politiques de se mettre ensemble pour apporter leur contribution. C'est ça le mot même qui est dit au niveau de notre lettre. Notre contribution à la gestion de la transition. Parce que nous constatons aujourd'hui, comme on l'a dit aujourd'hui, qu'il y a trop de problèmes dans ces pays. La transition n'arrive pas véritablement à impulser ce pourquoi il est venu. Alors, en tant qu'homme politique, nous n'allons pas nous asseoir pour les laisser continuer, quitte à ce qu'ils échouent. Et puis après, on vient dire, voilà, ils ont dit qu'ils pouvaient... Non, on a trouvé que ce n'était pas responsable. Ce qui était plus responsable pour nous, c'était de dire à tous les partis politiques, venez. C'est vrai qu'on nous a dit que nous étions responsables, mais essayons d'abord d'analyser ensemble, est-ce que ce qui est dit est vrai? C'est ça l'autocritique dont vous parlez. Si ce n'est pas vrai, nous dirons aux gens, non, nous ne sommes pas que c'est pas ça. Mais si c'est vrai aussi, entre nous, nous allons nous dire les vérités. Et maintenant, ensemble, voyons comment est-ce que nous pouvons aider le pouvoir en place à terminer la transition. Parce que tout le monde sait que la fin d'une transition, forcément, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et ça, ils céderont qu'ils le veuillent ou pas, le pouvoir à un parti politique. C'est les politiques qui vont gérer le pays. Ça, mais alors, si tel est le cas, autant commencer à travailler justement pour que ce passage-là puisse se faire dans la douceur et surtout quand même avec l'accompagnement de tous. Voici l'objectif que nous sommes donnés à travers donc cette tournée. Tu avais dit qu'il y aura des activités, des actions communes en vue. Oui, et de quelle nature? C'est prévu. Nous sommes des points focaux, comme vous aviez dit, nous avons désigné, tous les partis donc, parlementaires ont désigné, qui étaient présents ont désigné des points focaux. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes 14 et nous sommes 13 et 11 points focaux. Et notre rôle, ce serait donc de réfléchir sur les missions que les présidents vont nous confier. Par exemple, je dis aujourd'hui, la question de la refondation est une question primordiale. Alors, on attend donc que les présidents, et probablement la semaine prochaine, en fonction de leur calendrier, nous disent, bon, écoutez, sur ce chantier, alors, mettez-vous au travail et sortez-nous un certain nombre d'éléments qui nous permettent justement d'analyser la situation et de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi et pourquoi on est ici ou cela. Ça, c'est le travail que nous allons commencer. Et maintenant, en fonction de l'évolution de la situation, les points focaux n'ont pas pour mission de dire il faut faire ceci ou cela. Non, c'est les présidents qui, après donc le travail que nous on aura fait, qui est un travail, je peux dire, technique, qui vont décider de dire, bon, attends, nous allons faire une conférence de presse pour dénoncer, nous allons faire un communiqué pour encourager, nous allons faire ceci ou cela, mais ça, ce n'est vraiment pas à nous de le définir, ça ne fait pas partie de nos attributions. Oui, mais j'ai dit la nature des activités, est-ce qu'il y aura des tournées communes en province, ou ceci, parce qu'un parti politique aussi, ça bouge, mais si vous êtes en coalition, comment ça va s'organiser véritablement? Bon, à ce niveau, pour le moment, c'est un peu trop tôt de dire parce que notre objectif d'abord, c'est d'amener les partis politiques à parler d'une seule voix.
C'est d'abord ça. Est-ce que c'est possible? Non, c'est possible parce que, vous savez, ce qui divise les partis politiques très souvent, c'est quand il s'agit d'aller à une élection, parce que chacun veut être député, chacun veut être maire ou ceci ou cela. Mais quand il s'agit quand même de l'intérêt supérieur de la nation, je ne pense pas aujourd'hui que dans ces pays, il y ait un homme politique qui n'est pas préoccupé par la situation sécuritaire. Et si on demande par exemple aujourd'hui aux hommes politiques de faire une réflexion et pouvoir proposer quand même une démarche au MPSR qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un parti politique qui puisse dire non, nous on n'ira pas dans ce sens. D'autant plus que j'ai eu la chance de participer à toutes les tournées qui ont été organisées par le parti. Tous les partis ont salué la démarche de l'UPC et ont trouvé que vraiment il fallait qu'on arrive à ça. Alors donc, déjà, nous pensons que ça c'est un point de gagner, que les gens soient dans une disposition d'esprit de pouvoir donc accompagner le pouvoir en place. Mais accompagner ne veut pas dire aussi applaudir à tout bout de champ. Voilà, accompagner, c'est aussi critiquer parfois. Accompagner également, c'est parfois muscler un peu. Mais dans tous les cas, l'idée, l'objectif final, c'est de pouvoir arriver à une transition réussie. Et ce qui nous préoccupe le plus dans cela, c'est que les coups d'État, nous pensons qu'au Burkina Faso, on en a trop vécu maintenant. Il est grand temps qu'on puisse passer à autre chose. Que quand il y a une contradiction qu'il y a dans la gestion des affaires, qu'on ne soit pas obligé de passer par l'armée. Et ça, c'est des réflexions que nous allons mener. Et je ne pense pas qu'un parti politique aujourd'hui vienne dire que non, nous préférons que quand ça ne va pas, il faut qu'il y ait un coup d'État. Ça, je ne pense pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de violer, entre guillemets, justement, ce que le chef de l'État dit en vous invitant à moins d'activisme, en décidant de vous organiser pour apporter votre contribution au MPSR, etc. Est-ce que vous n'êtes pas en train de violer ce que le président vous a dit en vous demandant de rester tranquille dans votre coin? Mais justement, nous pensons plutôt que c'est l'aider. Nous pensons que nous sommes en train de l'aider. Et si il pense que nous sommes en train de violer, ce serait très dommage. Et je ne pense pas également qu'il soit dans cette logique. Parce que quand vous avez la gestion d'un pays et que des personnalités du pays décident quand même de réfléchir pour vous apporter donc des solutions afin que vous puissiez bien terminer votre mandat, je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire qu'ils ne sont pas en train. D'autant plus que jusqu'à présent, nous n'avons pas organisé de marches, nous n'avons pas organisé de meetings, nous n'avons pas dit au président de démissionner ou bien au gouvernement de démissionner. On n'a rien fait qui montre aujourd'hui qu'on empêche le pouvoir de dérouler la transition. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, il doit même nous encourager, c'est mon avis, il doit nous encourager, aussi bien encourager la classe politique, même la société civile. Tous ceux qui interviennent aujourd'hui donc dans cette gestion de la transition. Mais il faut qu'à un moment donné, quand même, chacun fasse son autocritique comme nous on le fait. Nous avions dit, et ça, on va le faire sortir. Nous allons faire notre autocritique. Nous allons donc analyser ce qui ne va pas. Mais il faut qu'à tous les niveaux, les gens le fassent. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui est arrivé, ce n'est pas uniquement la faute des partis politiques, mais tout le monde est d'une manière ou d'une autre responsable. Alors, au cours de la visite à l'UPC, Maître Benewende l'a dit, il y a beaucoup de similitudes. Est-ce qu'une fusion entre vos deux partis est possible? On n'en a pas parlé. Nous avons parlé des relations bilatérales qui permettront à ce que donc, nous puissions défendre les causes justes de développement. Mais pour le moment, en termes de fusion, en tout cas, à mon niveau, je n'ai aucune connaissance. Au niveau de la DEF, il y a aussi cité à peu près le même son de cloche que M. Gilbert Nouarouedraoua a émis. Oui, mais donc, comme vous êtes tous des libéraux, est-ce que c'est possible là-bas? Non, nous on dit c'est notre souhait. C'est notre souhait qu'aujourd'hui, il y ait des grands regroupements. 200 partis politiques au Burkina Faso. Je m'excuse, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des partis que de nom. Ça sert à quoi? Un exemple? Je ne peux pas donner d'exemple. Vous êtes des journalistes, vous me permettrez de ne pas me créer des problèmes à la sortie donc, de cette émission. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, si on demande à tous les partis politiques, parce que quand même il y a eu un travail qui a été fait par le ministère de l'Administration, vous avez publié vous-même donc la liste des partis qui n'avaient même pas de siège, qui n'ont pas pu tenir une seule assemblée générale au cours donc, de l'année. Donc ça, c'est des situations qui sont là. Ce n'est pas nous qui le disons. Alors, à quoi ça sert de créer un parti politique si on est incapable de tenir une assemblée générale toute une année? De quoi vous parlez? Ça ne sert pas. Autant aller mettre votre intelligence
au profit d'un autre parti et qu'ensemble vous puissiez grandir. Donc notre souhait est qu'effectivement il y ait des regroupements. Mais les regroupements, ça ne se force pas. Ça ne se force pas, c'est négocié et en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc pour nous aujourd'hui, en tout cas au stade où je parle, au niveau du parti, nous n'avons engagé aucune démarche pour une fusion avec une quelconque formation politique. La démarche que nous avons aujourd'hui, c'est une démarche purement républicaine qui tend à demander aux partis politiques de jouer leur rôle pendant cette période de transition, notamment en faisant des propositions constructives pour qu'on puisse quitter cette situation d'insécurité, aussi bien d'insécurité, mais insécurité sur tous les plans, parce que même sur le plan alimentaire, quand même, on sent que les lendemains seront un peu difficiles. D'accord. Alors, il y a plusieurs organisations qui naissent ou qui sont déjà nées juste après le coup d'État, dans le but de contribuer à relever un certain nombre de défis qui se posent au niveau du Burkina, partant de la gouvernance, comment on appelle ça, de notre système électoral, et partant des questions de développement et des éléments de vivre ensemble. Est-ce que toutes ces problématiques-là seront traitées dans votre coalition? Ou bien c'est juste pour dire, faisons doucement, seulement avec des rencontres? Non, toutes ces questions seront traitées parce que nous avons dit que toutes les questions d'intérêt national. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot refondation. Je suppose peut-être qu'on va revenir là-dessus. Alors, la refondation, ce n'est pas uniquement la création d'un parti politique ou bien la gestion d'un parti politique. Vous avez parlé des élections aujourd'hui. Mais il faut qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène très souvent à avoir des comportements un peu au niveau des partis politiques à ne pas accepter certaines élections? C'est parce que les élections ne sont pas bien organisées. Alors, il faut que la refondation touche cet aspect pour qu'on sache exactement comment est-ce que les élections doivent être organisées et que les élections soient organisées dans la plus grande transparence, de sorte que celui qui gagne n'ait pas besoin, et celui qui a perdu n'ait pas besoin de passer devant un juge pour qu'on lui dise non, tu avais tort. Non, non, non. Quand vous avez travaillé, et vous savez que notre parti, au moins quand même, donne l'exemple dans ce sens. C'est que nous, avant toujours la fin du scrutin, nous évaluons déjà donc nos chances. Et si nous savons que nous avons perdu, nous disons ça ne sert à rien d'aller fatiguer les gens. On n'a pas bien travaillé ici, nous avons perdu. Mettons-nous au travail pour les prochaines fois. En 2020, ce n'est pas ce que votre parti a fait. Si, pourtant. En quoi qu'est-ce qu'on avait posé comme acte? Vous avez commencé par contester les élections, par contester l'élection du président, et vous avez dit qu'il y a eu des fraudes massives. Oui, mais en fait, c'est pas que il y a un aspect qui est de notre travail, mais ce qui est un constat réel, personne ne peut le nier. Je vous donne un exemple. Quand vous partez chez moi au Sourou, et on vient dire qu'on s'est trompé, par exemple, de prendre les bulletins de Digne, aller déposer à Tueni. Vous voulez que je dise que cette élection était bonne? De vous à moi, c'est pas possible. Parce qu'on m'a fait perdre des voix dans mon fief. Et voilà, je vous prends un exemple bien précis. Ou bien alors quand tout un parti trouve que son logo ne figure même pas sur la liste des députés d'une province. Mais ça, ce n'est pas des aspects sur lesquels c'est des fautes très graves. Et c'est pour cela, c'est ça que nous avons condamné, et nous avons dit non, on a dénoncé. Donc le président Kaboura a été mal élu? Bon, je ne dirais pas qu'il a été mal élu, mais en tout cas l'élection ne s'est pas très bien passée. Voilà, c'est ce que nous savons. Parce la différence, c'est quoi? Non, d'abord, le taux de participation. Au Burkina Faso, il y avait combien de personnes qui ont élu le président? Ça, c'est un élément sur lequel nous discutons régulièrement. Dans un pays de près de 20 millions d'habitants, si vous êtes élu par moins de 2 millions, c'est quand même un problème. C'est un problème. Et nous disons que ce problème-là n'est pas lié uniquement aux partis politiques. Donc, déjà, là, ça enlève une certaine saveur à votre victoire. Ça, c'est un. De deux, quand vous partez à une élection, et comme je dis, des zones entières n'ont pas pu voter, tout simplement pas du fait de l'insécurité, mais du fait de la mauvaise organisation de l'élection. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes content d'une telle élection, même si vous aviez gagné. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, nous pensons qu'on aurait organisé autrement cette élection, mieux cette élection, et peut-être que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on ne se serait pas trouvé. Alors, oui, mais effectivement, il y a notre système électoral qui est là. Oui. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux si on continue de faire des élections comme ça? Je crains qu'on n'ait toujours pas d'engouement et que ce soit toujours une minorité qui élise le président.
Et donc, dans les réflexions qui sont émises actuellement, il y en a qui disent qu'il faut changer le système d'élection. Tout ça, c'est aller vers des grands électeurs. Vous, qu'en pensez-vous? Tout ça, c'est des réflexions que nous avons. Hein. Nous, pas grand électeur. Je voulais dire pas grand électeur. Moi, ailleurs, c'est indirect, quoi. Oui, voilà, exactement. Non, nous pensons que toutes les propositions tendant à améliorer le système électoral actuel sont les bienvenues. D'autant plus que nous rêvons véritablement d'un Burkina Faso où, après une élection, il n'y a pas de tension. Voilà notre objectif. Si on arrive à ça, on se dit maintenant celui qui gagne. Et s'il gère mal, il y a d'autres mécanismes qui sont là pour justement empêcher. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut qu'on réfléchisse sur le pourquoi il y a les coups d'État dans ce pays. Mais cet élément-là, quand vous allez l'analyser, vous vous rendrez compte qu'il y a en bonne place la mauvaise organisation des élections. Parce que si vous, en perdant une élection, vous êtes convaincu qu'on vous a volé la victoire, malgré tout ce qu'on va vous dire, vous ne serez jamais prêt à accompagner ce régime. Mais si vous êtes convaincu que vous avez perdu l'élection parce que vous n'aviez pas suffisamment travaillé, à moins que vous ne soyez pas véritablement, en tout cas, bien disposé, sinon, je ne vois pas de raison à ce que vous puissiez refuser. Donc, c'est des éléments qui seront pris en compte dans notre analyse. Et toutes les questions, franchement, nous ne voulons pas fermer. Et c'est pour cela que nous avons demandé à tous les partis politiques d'adhérer à l'initiative, d'autant plus que ça nous permet d'avoir plusieurs sons de cloche. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, le débat qui va venir forcément, la limitation des partis politiques. C'est un débat qui va venir. Il y a des gens qui seront jamais d'accord pour qu'on dise qu'il faut limiter les partis politiques parce qu'il faut, c'est la démocratie, chacun est libre. Mais quand vous regardez également de la manière dont la gestion se pose, vous dites non, c'est un problème. Le financement des partis politiques, ça pose problème. Aujourd'hui, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il faut qu'on analyse tout ça pour dire quelle est la position optimale qu'il faut prendre pour éviter justement que ça ne puisse influencer négativement le processus électoral. Parce que pour nous, ce sont ces questions qui sont fondamentales. Parce qu'en tant qu'homme politique, nous n'allons pas trop nous immiscer dans les questions stratégiques de l'armée. Par exemple, ça, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas des militaires, nous ne savons pas comment stratégiquement. Nous ne pouvons que critiquer et faire des propositions, je peux dire, un peu globales. Mais dans le fond, c'est les spécialistes qui le font. Mais quand même, pour la question politique, nous pensons que nous devons, c'est même une obligation pour nous, de faire cette réflexion afin d'éviter sincèrement cette avalanche de coups d'État dans ce pays. Mais il y a des sujets tabous au niveau du Burkina et même dans la scène politique. C'est la question ethnique, c'est la question religieuse. Il y a des hommes politiques qui en parlent ouvertement comme Lieli Monique. Il y en a aussi, c'est sous le boisseau, c'est en off ou dans certains cercles. Mais c'est un sujet qui devient de plus en plus préoccupant. C'est vrai que la question ethnique, la question religieuse a toujours été dans le débat au niveau du Burkina. Mais cette fois-ci, il y a quand même un pas de franchi. Alors, comment est-ce que vous comptez gérer ces questions-là? C'est un appel tabou sensible. Non, pour nous, ce n'est pas un sujet tabou. D'autant, en tout cas, au sein de notre parti, nous en débattons tout le temps, puisque nous avons plus ou moins été victimes de ça. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais vous savez très bien qu'en tant que journaliste, vous êtes tous informés. Les gens vous disent non, si telle personne n'était pas comme ça, bon, ce serait comme cela. Alors, donc, on sait que nous avons vécu ça. Qu'est-ce que ça veut dire si telle personne n'était pas? Non, on me dit, je prends un exemple. Si aujourd'hui vous partez, vous présentez au Sourou, dans mon village, je dis mais dans mon village, vous êtes un Moussi, je suis un Samo, vous n'avez pas grandi là-bas, moi j'ai grandi là-bas, qu'on le veuille ou pas, le vote dans ce village-là sera un vote ethnique. Ou en tout cas, il y aura d'autres considérations sociologiques qui vont faire qu'ils vont me préférer à vous sans regarder leur programme. Parce que c'est notre fils qui est venu et on l'écoute. Voilà le vrai problème du Burkina Faso aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui tous les présidents, les grands partis là, là où les gens ont été députés et autres là, et regardez la zone par rapport à leur ethnie. Ça veut dire que les gens ont voté leur fils. Et donc c'est pas une question ça ne doit pas être une question tabou. Il faut qu'à tout moment, vous êtes Moussi, que quand vous partez dans une zone Samoko, qu'on puisse vous voter sans arrière-pensée, tout simplement parce que vous avez amené une offre politique qui est alléchante. Mais tant qu'on va continuer à dire, ah lui là c'est notre fils, c'est notre frère, ceci ou cela, ça ne marchera pas. Et voilà pourquoi je dis, ce n'est pas des questions taboues, et il faut bien qu'on les aborde. Maintenant, pas sous l'angle d'accuser
des gens. Parce que quand vous commencez à accuser, et là, vous créez encore les fossés. Voilà, nous ne sommes pas dans cette logique de démarcation, d'accuser, non. Mais nous sommes quand même dans une logique de conscientisation et pour que tout le monde comprenne qu'en réalité, le Burkina, c'est pour nous tous. Voilà. Alors, moi, je souhaitais qu'on revienne sur la situation sécuritaire du moment. Oui. On a vu récemment l'attaque à Seitenga, et avec toute la gestion autour qui a été critiquée. Comment vous avez accueilli le fait que, après cette attaque-là, le chef de l'État se soit rendu et qu'immédiatement il est replié sans laisser des militaires pour assurer un minimum de sécurité à la population? Bon, vous savez, à ce niveau, comme tout le monde est en profane, je dis bien en profane parce que quand vous n'êtes pas militaire, vous ne pouvez pas rentrer dans les aspects trop techniques, mais en profane, nous avons trouvé que, d'abord, le fait que le chef de l'État se rende là-bas, c'était une très bonne chose, parce qu'il fallait quand même aller encourager, c'est un acte qu'il faut, quand les gens souffrent dans notre tradition même, on va pour saluer, c'est ce qu'il a dit dans son message, mais maintenant, le fait qu'il n'ait pas pensé que c'est fort probable qu'après qu'eux ils aient quitté, que la situation pouvait, et les autres allaient venir donc se venger, nous pensons que c'est ça, c'est là-bas qu'il y a eu des manquements. Parce que ce n'est pas la première fois au Burkina Faso où on a constaté que quand l'autorité va dans une localité, après une attaque, dès qu'elle replie, les terroristes reviennent pour dire bon écoutez, c'est comme ça, donc maintenant nous allons vous faire comprendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans les villages, j'ai dit je suis d'une localité qui est suffisamment occupée aujourd'hui, les terroristes ne cachent pas. Tant que vous ne traitez pas avec l'administration, tant que vous ne nous dénoncez pas, on n'a pas de problème avec vous. Mais si demain vous vous levez, vous partez dire, ou bien si on voit une autorité qui est venue chez vous ici pour venir dire que c'est elle qui est garçon, comme entre griffes, c'est ce qu'ils disent là, nous allons vous montrer qui d'entre nous est plus fort. Voilà un peu. Donc, et ça, c'est des messages qui sont connus de tout le monde, y compris de la haute hiérarchie de l'armée. Maintenant, n'avoir pas pris des dispositions, c'est dommage, mais je dis quand même, ils auraient dû anticiper. C'est ce qu'on aurait pu anticiper. Toujours sur la question de la gouvernance, moi je voudrais que vous reveniez un peu sur ces histoires du salaire. On a estimé qu'il fallait augmenter le salaire des ministres et la population a décrié, en tout cas pour la plupart, cette augmentation-là. Malgré tout, le gouvernement fait la sourde oreille. En tout cas, on continue à le payer ce salaire-là. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Bon, à titre individuel, j'avais été interviewé par un de vos confrères et j'avais déclaré que c'était une provocation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à la population de faire un sacrifice. On ne peut pas demander aux gens de se surpasser et pendant ce temps, on augmente les salaires. Par contre, ce que j'ai dit, il dit que le gouvernement aurait dû, et c'est ce qu'il fallait, parce que remettre les textes dans un état normal, ça c'est une bonne chose. Si on se rend compte qu'au niveau du gouvernement, il y avait un texte qui n'était plus en phase avec la réalité, on peut relire le texte. Mais rien ne coûte de venir dire également, nous avons relu le texte, le ministre a droit à 2 millions de francs, mais compte tenu de la situation actuelle, nous continuerons à percevoir 1 million ou bien 800 000. Et là, le peuple aurait applaudi. Je pense en tout cas nous, on aurait applaudi. Voilà. Et là, c'est ce qui montre que véritablement, vous avez corrigé une situation, vous pouvez vous attribuer un certain nombre de faveurs, d'avantages, mais vu la situation, vous avez décidé non, de renoncer pour pouvoir donc aider le peuple. Là, on aurait applaudi. Mais si on vient nous expliquer que je disais que le secrétaire général était à la RTB, il souffrait lui-même pour bien expliquer un peu les motivations. Vous avez vu comment il a titubé. Et moi, depuis ce jour, j'ai dit non, il y a une gêne véritablement. Et eux-mêmes, ils sont conscients que ce n'était pas une bonne position. Maintenant, est-ce que jusqu'à présent, ils continuent, parce que je ne sais pas s'ils continuent à percevoir le même salaire ou bien ils sont revenus en arrière, ils vont communiquer. Mais s'il y a un conseil quand même, je ne suis pas habilité à le donner, mais de ma petite place ici, je pense qu'ils peuvent revenir là-dessus et quelque part ça va aider, pas substantiellement, parce que ce n'est pas les 500 000 ou 200 000 francs qu'on va prélever sur les salaires là qui va permettre d'acheter des chars ou bien des avions, ce n'est pas ça, mais c'est le symbole qui est important.
Et je pense que s'ils faisaient ça, ils allaient rendre un grand service au pays. D'accord. Alors, dès la mise en place de l'Assemblée législative de transition, plusieurs voix s'étaient levées. Aujourd'hui, avec le recul, quel est votre regard sur le travail au niveau de l'Assemblée législative de transition? Bon, aujourd'hui, nous pensons que d'abord, au niveau de l'Assemblée législative de transition, le mode de désignation, nous l'avons dit, ce n'était pas véritablement ce qu'il fallait au Burkina Faso, parce qu'on a voulu d'une Assemblée législative de transition taillée sur mesure, qui allait donc faire passer les lois qu'on voulait. Donc, je me dis, de ce point de vue, on n'a vraiment pas changé dans la manière de faire. Et j'ai quand même été député pendant 7 ans. Quand je regarde encore donc les comptes rendus des réunions et autres qui sont faits, qui se font les lectures donc des procès-verbaux, je me dis bon, c'est les phrases seulement, c'est peut-être des mots qu'on a changés, mais ça n'a rien changé. Ça veut dire qu'on est resté toujours dans la volonté de contrôler cette institution. Alors qu'une assemblée, on ne doit pas la contrôler. On doit la laisser elle-même. Quand je dis contrôler, c'est pas dire contrôle de la gestion. Je veux dire donc, on doit la laisser elle-même jouer son rôle. On parle de séparation des pouvoirs. Quand vous parlez de séparation des pouvoirs, si vous êtes d'accord que vous allez mettre en place une assemblée législative de transition, on la met et on la laisse faire son travail. Je prends 2 exemples. Les lois d'habilitation qui ont été votées. Et j'ai dit une fois en passant que personnellement, je n'ai jamais voté pour une loi d'habilitation. Sous l'ère, donc, Salif Diallo, paix à son âme, j'ai été une fois même le seul à l'Assemblée nationale à voter contre la loi d'habilitation. Tout le monde a voté pour, j'étais le seul. Parce que je me suis dit que dans la situation actuelle du Burkina Faso, on n'a pas besoin d'une loi d'habilitation, quel qu'en soit le domaine, même sur le plan financier. Parce que l'Assemblée nationale, là, on a un texte qui dit qu'elle est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Ça veut dire qu'à tout moment, même si on convoque 10 députés, ils peuvent venir prendre un texte et permettre au gouvernement de travailler. Nous avons la possibilité de notre commission des lois qui siège très souvent, même presque, je peux dire, à perpétuité, puisqu'à tout moment, il y a des séminaires, il y a l'intercession des députés, c'est toujours comblé. Donc, il n'y avait pas de raison à ce qu'on fasse une loi d'habilitation. Encore moins pour une question de sécurité, où véritablement, aujourd'hui, quand même, avec l'adoption de la loi de programmation militaire, et si on donne également donc, une habilitation au gouvernement de pouvoir décider de toutes les questions militaires et autres, franchement, en tout cas, je pense que ce n'était pas une bonne chose. Mais c'est la loi du maître du moment. Et malheureusement, ça ne fait pas construire la démocratie. Alors, mais effectivement, vous parlez de démocratie. Sur les questions de liberté, il y a des menaces qui planent. Il vous a été demandé, vous, hommes politiques, de limiter l'activisme politique débordant. Des organisations ou des personnes physiques ou morales ont appelé aussi à manifester. Ça a été interdit. Alors que vous êtes en train de faire cette ronde-là pour installer des points focaux, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas aussi vouloir sortir pour une quelconque manifestation, puis ça va coincer? Non, si d'aventure on doit sortir, nous allons suivre donc la loi légale. Voilà, et la loi n'interdit pas à la population de manifester jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a quelqu'un qui prend un texte et puis il dit vous ne manifestez pas. Oui, mais en ce moment, on va évaluer. On va évaluer parce que dans toute situation, le Burkina quand même a une histoire. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'il vienne à l'esprit de quelqu'un qui veut véritablement quand même bien gérer ce pays-là, de dire aujourd'hui je supprime toutes les libertés de manifestation démocratique. Non. Il y a eu des situations où on a interdit, mais je dis tout dépend aussi quand même de l'ampleur donc de la manifestation et du mobile pour lequel vous allez manifester. Nous n'allons pas sortir, par exemple, aujourd'hui, nous sommes des partis assez responsables. Nous n'allons pas sortir pour manifester, pour insulter, pour ceci ou cela. Ce n'est pas vraiment le rôle d'un parti politique, nous ne le ferons jamais. Vous avez suivi, depuis la création de l'UPC, nous sommes restés toujours en règle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a voulu appliquer un texte lié à la désobéissance civile, et ça, on l'a appliqué avec l'insurrection qui est arrivée. Donc, pour nous, nous ne pensons pas qu'il vienne à l'esprit du président actuel d'interdire, si d'aventure, il y avait des manifestations, et je pense que, en tout cas à l'UPC, nous avons toujours prôné pour des manifestations pacifiques et en général avec des propositions à la clé. Oui, pendant le régime, le premier mandat du président Kaboré, au moment où vous étiez chef de file de l'opposition, il y a effectivement eu ces manifestations-là. Oui. Donc c'est pourquoi je pose la question, mais est-ce que dans cette transition, il est fort probable également que des manifestations de dénonciation
puisse avoir lieu. Bon, c'est ce que je dis, c'est pas nous qui allons, là où je suis, c'est pas moi qui le décide, ça c'est les présidents qui vont le décider, mais en tant qu'homme politique quand même, je me dis que si ça doit arriver, ben, ça va arriver, mais seulement ça ne sera jamais dans un esprit pour détruire dans ce pays. En tout cas, nous ne nous associerons jamais en tant que UPC à une œuvre qui tend à détruire les fondements donc, de notre pays. On ne le fera jamais. Si vous nous voyez un jour dans la rue, c'est que c'est pour une cause noble. Est-ce que vous pensez que par rapport justement à la situation toujours et sur les questions de sécurité, il y a les populations elles-mêmes qui de plus en plus appellent à s'attaquer à telle ou telle communauté parce que ces communautés-là sont justement l'une des raisons de ce que nous vivons comme insécurité. Sur la question, est-ce que vous avez un avis à partager? Nous condamnons avec la plus grande énergie tout appel à s'attaquer à une communauté quelconque. Ça n'a pas de sens. Dans la situation du Burkina Faso, je dis que ça n'a pas de sens. Et Dieu merci, hier j'écoutais une émission liée à ça justement où les gens ont parfois une langue de travail qui fait qu'on pense que ceux qui parlent cette langue-là sont forcément d'une telle ethnie. C'est comme aujourd'hui nous parlons français, mais nous ne sommes pas des Français. Voilà. Donc, mais si on dit que tous ceux qui parlent français donc, sont des Français, bon, je dis que ça posera un problème. D'accord. Alors, c'est ici que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Merci, M. Soso, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le vice-président et chargé des affaires politiques au niveau de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Alors, merci aux différents juges pour les angles de lecture et vos angles de regard et d'analyse. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et restez branchés sur Tweet TV et Watt FM.